Bonjour et bienvenue dans Demain est durable. Demain est durable, c'est le podcast qui vous présente les initiatives des entrepreneurs et intrapreneurs du changement dans le monde entier. Je m'appelle Antoine Grégo et lors de chaque épisode, nous partirons à la découverte de femmes et d'hommes qui œuvrent au quotidien pour aider la planète et la société à aller dans le bon sens. Ils nous partageront ce qui les motive, ils nous dévoileront leurs secrets ainsi que leurs conseils pour se lancer, en France comme à l'étranger. L'objectif, c'est de commencer à agir durablement dès demain et ainsi de devenir acteur du changement à notre échelle. Aujourd'hui, je reçois François Lesage, CEO et fondateur de The Plastic Flamingo, une entreprise qui collecte et recycle les déchets plastiques aux Philippines pour les transformer en abris d'urgence. Les Philippines sont malheureusement le 3e pays au monde où l'on trouve le plus de pollution océanique plastique. 80% des déchets plastiques qui finissent dans l'océan émanent d'Asie, 60% de 6 pays d'Asie du Sud-Est, à commencer par la Chine, l'Indonésie et les Philippines. Je suis vraiment très content de recevoir François aujourd'hui, puisque François est vraiment passionné et dévoué à cette cause, puisqu'il a littéralement tout quitté, avec sa femme, pour s'installer aux Philippines. C'est une interview passionnante où François nous partage son action via The Plastic Flamingo, son business model, sa vision, tout comme sa situation de la gestion des déchets aux Philippines et en Asie du Sud-Est. Je ne vous en dis pas plus, bonne écoute. Donc aujourd'hui, je reçois François Lesage, cofondateur et CEO de The Plastic Flamingo. Comment vas-tu, François ? Très bien, merci Antoine. Et toi ? Ça va très bien, merci. Je suis très content de te recevoir aujourd'hui dans le podcast, de se recevoir bien entendu par distance vu que tu es basé aux Philippines et à Manille plus particulièrement. On a pu te voir dernièrement, si les personnes sont fans de télé, sur une émission M6 et on pourra y revenir aussi si tu le souhaites. Donc concrètement, je vais te proposer dans un premier temps de te présenter. Du coup, qui est François Lesage ? Alors, je suis le fondateur et le CEO, enfin, c'est un grand mot, de The Plastic Flamingo, une entreprise sociale que j'ai lancée il y a 2 ans maintenant. Mais avant ça, alors, sur le plan personnel, j'ai 36 ans, je suis marié, j'ai 3 jeunes enfants et j'ai commencé en fait après des études de management et Sciences Po par une carrière de consultant en organisation et en management. Beaucoup pour le secteur public. J'ai beaucoup accompagné en fait la transformation du secteur public, sa modernisation à travers des gros projets de transformation, notamment informatique. J'ai travaillé pour différents ministères, notamment le ministère de la Défense, etc., dans des cabinets de conseil à Paris pendant 8 ans. Donc j'ai fait la carrière type du jeune consultant qui sort d'école, consultant junior, consultant senior, manager, etc. Qu'est-ce qui t'a fait du coup aller de 6 à 8 années de conseil à la création de Plastic Flamingo ? Est-ce que tu peux nous raconter un peu la genèse de l'idée et de ton envie d'aller t'expatrier aux Philippines ? Oui, surtout en fait avant de me lancer dans le conseil et à la fin de mes études, en fait, je suis parti, une fois que je me suis marié avec ma femme, pendant 1 an, faire le tour du monde à vélo. Okay. On est parti de France et on allait jusqu'au Cambodge à vélo. On a traversé le continent eurasiatique en 1 an. On a fait plus de 6000 km à vélo. On a traversé une quinzaine de pays, je crois. Enfin, une aventure formidable, mais pendant laquelle on a eu la chance d'être au plus près du terrain, quoi, de la terre. Quoi. Vous roulez sur la terre, ça permet d'avoir le temps de bien observer. Et on s'est rendu compte combien la terre était polluée. Et on a pu aussi rencontrer les chiffonniers du Caire en Égypte, une ONG au Cambodge pour un sauver d'enfants qui agit sur la décharge. Enfin, déjà, il y avait quelque chose autour des déchets qui commençait à se planter dans ma tête et dans mon cœur. Et en revenant du voyage, je me souviens très bien avoir dit à Charlotte, ma femme, un jour, je trouverai un moyen de faire quelque chose pour ce plastique qu'on a vu partout, dans le désert en Syrie, en Thaïlande, dans la forêt, enfin partout, quoi. Mais je ne savais pas comment. Après, la vie m'a rattrapé, on est revenu en France, j'ai trouvé un job assez classique, etc.
Et c'est seulement 8 ans plus tard que par une rencontre, j'ai croisé une jeune femme qui était une ancienne collègue de ma femme et qui m'a dit bah, écoute, moi je monte une boîte pour lutter contre la pollution océanique plastique en Asie. Je veux aller ramasser le plastique dans les océans et faire quelque chose là-dessus. Et moi j'ai dit bah écoute, enfin j'ai pas dit ça tout de suite, hein. 2-3 mois plus tard, je l'ai appelé, j'ai dit écoute, je, je suis chaud, j'ai envie de faire ça aussi. Moi, ça va prendre un peu de temps parce que bon, j'ai une famille, 3 enfants, un bel appartement à Paris, je viens d'acheter une maison. Hmm. Ça va peut-être être un peu compliqué sur le plan pratique, mais je suis motivé. Et, bien voilà, donc à peu près à l'été 2018, je me suis associé, pas contractuellement parce qu'il n'y avait pas encore de société, mais dans l'esprit, avec cette jeune femme, et on a commencé à réfléchir au projet. Et jusqu'à Noël, pendant 3-4 mois, je continuais mon activité de conseil, mais je commençais à discuter avec les associés en charge de ma carrière dans mon cabinet, Hmm. d'une sortie, en fait, d'une éventuelle sortie. Et je voulais partir proprement. Donc voilà, il m'a fallu quelques mois pour partir. Après, j'ai travaillé pendant 2-3 mois à mi-temps, à la fois comme consultant et à la fois comme entrepreneur. Et puis voilà, en avril 2019, je suis un peu perdu dans les dates, enfin, il y a à peu près 2 ans, ben, j'ai démissionné. Du coup, est-ce que tu peux nous partager? Donc là, on comprend que ton idée, elle est basée sur du coup une rencontre de la cofondatrice, j'imagine, du coup de Plastic Flamingo. Tu as pu du coup rejoindre aux Philippines. Est-ce que tu peux du coup nous raconter maintenant le passage de l'arrivée aux Philippines en fait, l'arrivée aux Philippines, comment ça s'est passé d'un point de vue personnel, donc plus familial, basé sur, c'est une aventure Mm. également familiale puisque t'es parti avec tes enfants et ta femme, et également plus professionnel, comment ça s'est passé sur ces deux volets-là. Oui, alors en fait c'est assez épique hein, ce qui s'est passé parce que là en l'occurrence c'était la cofondatrice d'un projet qu'on avait ensemble mais qui s'appelait pas The Plastic Flamingo et en fait comme beaucoup de cas en fait de création d'entreprise, c'est pas toujours facile de s'associer correctement. Et en l'occurrence, cette histoire n'a pas duré. Euh, donc, Ok. ce qui s'est passé, pour être un peu précis, c'est que donc cette jeune femme avait une idée en tête à laquelle elle croyait énormément. Et puis rapidement, bah, moi j'ai essayé de prendre le bateau aussi, quoi, de bosser. Je bossais comme un fou sur le projet, etc. Et puis elle a un peu senti que le projet lui échappait complètement, enfin lui échappait partiellement et qu'elle n'en avait plus le complet contrôle, c'est ça que je veux dire. Et ça a été difficile pour elle, je crois. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc on avait prévu de faire une mission d'exploration aux Philippines pour vérifier que notre business model tenait à peu près le choc en Ouais. mars. Et donc on a pris nos billets d'avion et la veille du départ en avion, elle m'a indiqué qu'elle ne voulait plus continuer le projet avec moi, qu'elle trouvait préférable pour tout le monde que chacun continue de son côté, que comme j'avais énormément bossé sur la partie philippine, entre guillemets, elle me laissait les Philippines, mais qu'elle voulait monter, elle, son affaire en Indonésie, ce qu'elle a fait d'ailleurs. Hein. On a donc 2 projets parallèles, elle en Indonésie et moi aux Philippines. Donc moi, je me suis retrouvé en mars à prendre un avion avec elle quand même aux Philippines pour une mission d'exploration de 2 semaines où il fallait valider le business model avec dans l'idée que c'était elle qui allait s'installer aux Philippines et que tout d'un coup, c'était plus le cas. C'était soit je m'y installais, soit j'arrêtais le projet. Soit dit en passant, c'était exactement le moment où je commençais mon chômage. Donc là, j'avais largué tous les amarres. Donc en gros, situation assez catastrophique en fait, assez flippante. Hmm. Euh, et puis aux Philippines, je me suis rendu compte que bah ouais, il y avait quelque chose à faire. J'y croyais, c'était bon. Et donc je suis revenu et j'ai discuté avec avec ma femme Charlotte et je lui ai dit bah écoute Charlotte. Bon, j'ai démissionné. Maintenant, si on veut lancer The Plastic Flamingo, bah, on est obligé d'aller aux Philippines. On va pas faire ça depuis la France. Qu'est-ce qu'on fait? On venait d'acheter une maison en Bourgogne qui nous. Aujourd'hui, on est bien content de l'avoir, mais on avait acheté une maison, c'était pas rien. Elle avait toujours son boulot, ma femme. Donc, en gros, on s'est dit, bah, allez, on y va. On s'est associés, donc ma femme et moi. On a créé The Plastic Flamingo pendant l'été.
Le 1er août, non, le 15 juillet, enfin je sais pas, enfin dans l'été, on a atterri à Manille avec 5 avec mes 3 enfants, 5 valises. On est reparti de zéro complet. Hein. On est arrivé aux Philippines avec une centaine de kilos de bagages, rien quoi. Autant dire que pour changer de vie, c'est que dalle quoi. Et justement, comment s'est passée votre arrivée aux Philippines? C'est toute une aventure qui a commencé, une acclimatation dans un pays qu'on ne connaissait pas. On a inscrit les enfants à l'école aussi, bien sûr. Enfin, un saut dans le vide comme jamais on en a fait dans notre vie. Hein. Aujourd'hui, quand je le regarde avec le recul, je me dis que heureusement qu'on n'avait pas tellement conscience de tout ce qu'on vivait, qu'on était porté par une forme d'euphorie qui était celle de vouloir changer de vie, parce que c'était quand même un peu trash, quoi. C'était quand même un peu violent. C'était quand même un peu violent. Enfin, on arrive dans un pays qui a vraiment rien à voir avec le nôtre, on n'a rien, et on se dit, on va s'installer, on va trouver un moyen, quoi, de lancer une affaire. Et il nous a fallu du temps pour nous acclimater. Hein. Les Philippines sont un pays difficile pour les étrangers. C'est d'abord un pays assez cher, contrairement à ce qu'on a comme idée. Il faut pas mal d'argent, en fait. Il faut de l'argent pour se loger, il faut de l'argent pour se transporter. Enfin, tout est importé, donc la nourriture est chère, etc. Et c'est un pays magnifique. Les Philippines, c'est extraordinaire, mais Manille est une ville très dure. C'est sans doute la deuxième ville du monde, je crois, la plus embouteillée. Il faut facilement 2-3 heures pour faire 3 kilomètres. C'est une ville qui rend les gens assez fous. En fait, c'est pas du tout une ville de carte postale, quoi. Mais c'est là où le problème de la pollution plastique est parmi les endroits les plus présents au monde. Donc c'était là où il fallait aller. Voilà un peu pour notre arrivée. C'était ta première fois aux Philippines, en fait, après du coup ces 2 semaines de découverte avec ton ancienne cofondatrice. C'était ta première fois, parce que quand tu racontais ton histoire sur justement le tour du monde à vélo, tu t'étais arrêté au Cambodge. C'était un peu du hasard d'arriver aux Philippines, ou c'était voulu? Alors c'était voulu, c'était pas du hasard. Alors il y a 3 raisons principales pour lesquelles nous avons choisi les Philippines. La première raison, elle est liée au projet lui-même. Les Philippines sont malheureusement le 3e pays au monde où l'on trouve le plus de pollution océanique plastique. 80% des déchets plastiques qui finissent dans l'océan émanent d'Asie, 60% de 6 pays d'Asie du Sud-Est, à commencer par la Chine, l'Indonésie et les Philippines. Donc, si on veut s'attaquer à la pollution océanique plastique, on a plutôt intérêt à aller en Asie du Sud-Est. Donc, pourquoi pas la Chine et l'Indonésie dans ce contexte ? C'est la deuxième raison. La deuxième raison, c'est que la Chine, commencer un business en Chine, c'est faisable, hein, mais sur ces thématiques-là, c'est assez compliqué quand même. Hein. On a préféré un plus petit pays où il nous semblait qu'il serait plus facile de lancer notre affaire. Deuxièmement, dans le même domaine, c'est un pays anglophone. Donc on s'est dit qu'en termes de business, ce serait plus facile par rapport à l'Indonésie notamment. Donc voilà pourquoi on choisit d'un point de vue rationnel les Philippines. Maintenant, il y a une 3e raison qui est plus personnelle, qui est, elle, liée à mon histoire. En fait, quand j'étais étudiant en télécom, en fait j'ai fait une école de télécom, avant de faire Sciences Po, j'ai fait un échange à l'international à l'Athénéo de Manille, qui est l'une des 3 plus grosses universités de Manille, et je suis venu en fait il y a 15 ans aux Philippines en échange d'école pendant 6 mois, et donc ce pays était quelque part dans ma tête, quoi. C'était pas complètement inconnu. Alors après, il a énormément changé en 15 ans, encore qu'il y ait certaines choses qui soient restées les mêmes, mais c'est pas les mêmes Philippines que j'ai retrouvées, c'est sûr. Mais on se disait, c'est retourner un tout petit peu en terrain connu. Voilà, c'est pour ça qu'on a choisi les Philippines. Donc sur les Philippines, donc tu nous partageais la situation écologique et notamment la partie plastique sur l'Asie du Sud-Est. Quelle est du coup la mission de The Plastic Flamingo? Oui, bien sûr. Donc The Plastic Flamingo, c'est une entreprise sociale et environnementale qui est d'abord une holding française, une entreprise française, et qui a maintenant une filiale aux Philippines. Donc ce sont en fait 2 entreprises, une mère et une fille,
qui a comme objectif de participer à la lutte contre la pollution arsenique plastique dans les pays émergents, en inventant un système de gestion des déchets plastiques innovant, adapté aux pays émergents, qu'on puisse ensuite répliquer, non pas seulement aux Philippines, mais dans tous les pays d'Asie qui connaissent cette difficulté, et qui est basé sur 4 grands piliers. Donc, on collecte, on recycle, on permet aux gens de compenser et on éduque. Voilà, c'est les 4 motos de Plastic Flamingo. J'aimerais qu'on se concentre sur les différents piliers. Est-ce que tu peux nous partager ce que vous faites par rapport à la collecte ? Donc en fait, nous collectons les déchets plastiques, nous mettons en place un système de gestion de la collecte des déchets plastiques, en l'occurrence dans la métropole de Manille, qui est une des plus grosses métropoles d'Asie. Qu'est-ce qu'on fait concrètement ? On a un réseau de points de collecte qui peuvent être des villages, des individus, des entreprises, des organisations, des immeubles, des hôpitaux, des écoles, des universités. Enfin, tout lieu qui est prêt en fait à vouloir mettre en place une petite activité de collecte de plastique, eh ben, on les équipe avec des grands sacs ou avec des poubelles qu'on leur fournit. Et une fois qu'en fait ils ont rempli leurs grands sacs, qui font 1 mètre cube, c'est des sacs industriels quand même, eh ben, ils nous appellent et on vient avec notre van pour collecter les déchets plastiques. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on peut imaginer pour la collecte du verre en Europe, où en fait on équipe des lieux de containers de collecte où les gens viennent déposer leurs déchets. Nous, on est concentré sur les plastiques, mais c'est à peu près la même idée. Et ça n'existe pas du tout aux Philippines, en Asie du Sud-Est en général. C'est hyper innovant. Donc, on collecte. Et sur le deuxième pilier, le recyclage, qu'est-ce que vous faites exactement ? Donc, le recyclage, en fait, c'est que notre activité, elle consiste à transformer les déchets plastiques en planches et en poutres à travers un procédé qui s'appelle l'extrusion, qui est un procédé industriel bien connu en Europe, aux États-Unis depuis 20 ans, et qui nous permet prochainement, l'année prochaine, de recycler 2000 tonnes de déchets plastiques par an en planches et en poutres qui serviront à faire du mobilier urbain, des terrasses, etc. pour l'aspect un peu commercial, mais surtout, notre produit phare, ce sont des maisons en kit, des abris d'urgence qui peuvent être utilisés soit après les catastrophes naturelles, soit dans des contextes de guerre, soit des maisons à bas coût pour les populations les plus défavorisées. Donc c'est des petites maisons 100% en plastique recyclé qu'on fabrique en connectant les planches qu'on a usinées pour fabriquer sans outils et à l'aide juste de 2 personnes en quelques heures, des petits modules qui servent d'habitation dans lesquels on peut rester pendant 2 ans, quoi, et qui après sont complètement recyclables à nouveau. Même avant d'être recyclables, ils sont démontables et réutilisables. Voilà. Et donc notre marché, c'est beaucoup les grosses organisations internationales comme l'ONU, la Banque mondiale, la Banque asiatique de développement, toutes les ONG, Habitat for Humanity, etc., qui interviennent dans les contextes d'urgence humanitaire et à qui nous allons vendre ces modules. Donc on comprend que le premier pilier, c'est donc la collecte, le second, le recyclage. Quels sont les 2 derniers ? Le 3e pilier, c'est la compensation plastique. C'est un concept qu'on invente. On est 2-3 entreprises dans le monde à se lancer sur ce sujet, hyper pionniers, mais on y croit à mort. Enfin, on croit que c'est l'avenir. Tout le monde connaît la compensation carbone aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle peut être dans certains cas un petit peu critiquée, mais je veux dire, en tout cas, elle est connue. C'est un concept qui fait absolument plus tellement de débat. Et ben nous, on invente la même chose avec le plastique, c'est-à-dire qu'on propose en fait à des grosses entreprises ou à des individus, on peut acheter des abonnements sur notre site internet, c'est assez facile, de financer en fait de la collecte et du recyclage de plastique qui ne finira donc pas dans l'océan, et ainsi de compenser son empreinte plastique soit individuelle, soit d'entreprise. Alors à titre individuel, pour comprendre un peu plus pragmatiquement, n'importe qui, toi, moi, quelqu'un en Inde ou aux États-Unis, va produire environ 6 kilos de déchets plastiques par mois. C'est la production de déchets plastiques mensuelle moyenne dans le monde. Ces 6 kilos de déchets plastiques, nous, avec 8,50 €, on collecte et on recycle 6 kilos de déchets plastiques. Donc, si vous vous abonnez chez nous, vous allez nous financer 8,50 € par mois et on va vous donner un certificat tous les mois
de compensation plastique qui attestent que vous avez compensé, même dans votre cas neutralisé complètement, votre empreinte plastique océanique grâce à The Plaf, que 6 kilos ont été collectés et recyclés en votre nom et qui n'ont donc pas fini dans l'océan. Et comme ça correspond à votre empreinte plastique, vous êtes, on dit en anglais, plastic neutral. Vous êtes neutre plastiquement. Vous avez fait votre affaire. C'est la même chose que quand vous prenez un billet d'avion et que vous compensez le carbone du billet d'avion. Ben, c'est pareil, mais au plastique. Et ça, on travaille avec des grosses entreprises du monde des FMCGs, donc en fait les genres des Coca-Cola, Pepsi, Unilever, Procter & Gamble, enfin ceux qui sont les plus connus en fait, Danone. Je les aime beaucoup, je connais bien ces boîtes-là, je travaille beaucoup avec elles, mais elles sont notoirement connues pour être assez fortement responsables de la pollution de ces plastiques. Et donc nous, en fait, on leur propose de compenser une partie de leur empreinte plastique en finançant nos opérations. Ça prend du temps, mais ça va finir par marcher, d'autant plus que de plus en plus de gouvernements maintenant taxent en fait ces entreprises sur leur pollution, et donc il vaut mieux qu'elles participent à des choses. Elles considèrent petit à petit de plus en plus qu'il vaut mieux qu'elles le fassent de manière volontaire et dans des choses à impact plutôt que par des taxes. Donc ça c'est compensate. Et le petit dernier que j'avais oublié pour la route, c'est educate. On éduque énormément de monde. Là on fait des formations dans les écoles, dans les universités, dans les entreprises sur la pollution chimique plastique ici aux Philippines, sur comment lutter, comment adopter des modes de vie plus écologiques sur ce point de vue-là. Qu'est-ce qu'on fait, comment tout ça fonctionne. Et je pense vraiment qu'on a touché là déjà des milliers de personnes ici aux Philippines. On commence à vraiment avoir une audience assez importante de ce niveau-là. Comment est-ce que ça se passait avant ? Est-ce qu'il y avait des collectes aux Philippines des déchets plastiques, ou c'est vraiment comment se passe du coup cette partie lorsqu'on utilise un plastique aux Philippines, où est-ce qu'on le jette et qu'est-ce qui devient en fait avant l'arrivée de The Plastic Flamingo qui s'occupe de collecter une partie en tout cas de ces déchets plastiques. Qu'est-ce qui se passe en Asie, pas que aux Philippines, mais en Asie et dans la plupart des pays émergents? Il n'y a pas de système organisé de gestion des déchets, en tout cas pas tel qu'on en a connaissance en Europe ou dans les pays de l'Ouest. La plupart du temps, il y a une poubelle unique, on met ces déchets dans la poubelle unique, ou s'il y a des poubelles de tri, aux Philippines, il y a des poubelles de tri, mais c'est un leurre. En fait, à la fin, tout retourne dans la même poubelle. C'est juste une grosse blague, mais c'est pour faire style que... Mais au final, tout est dans une seule poubelle. Et donc... ce qui se passe, c'est qu'il y a les gens qui vont ramasser des poubelles avec des camions poubelles, qui sont en fait des sociétés privées ou semi-publiques, avec des partenariats publics-privés, en général très corrompus. Donc bref, il y a les camions poubelles qui se pointent, qui ramassent vos poubelles, qui les mettent dans l'arrière du camion, et là en fait le gars, vous savez, le monsieur poubelle là, qui met la poubelle dans le camion, et ben il va fouiller vite fait dans votre poubelle et il va essayer de repérer les matières recyclables les plus évidentes. Et il va les mettre en fait dans des grands sacs qui pendent à l'arrière des camions. Et puis, comme ça, il va se constituer un petit butin de matières recyclables, alors papier, carton, métaux, plastique, etc. Classique, quoi. Mais il va le faire, excusez-moi l'expression, mais au cul du camion, quoi. Enfin, c'est comme ça que ça se passe. Et là, en fait, il va après se rendre dans un lieu qu'on appelle un junk shop. Donc, c'est un magasin qui achète des déchets recyclables déjà triés ou partiellement triés, qui va constituer des stocks et qui, quand il en aura suffisamment, enverra un camion vers un recycleur. Donc la première chaîne, c'est le garbage collector, donc le monsieur poubelle, en général c'est un homme quand même, qui ramasse, qui fait un petit tri des déchets à l'arrière du camion, qui va voir le junk shop, et le junk shop ira voir un recycleur. Il y a aussi un autre acteur qu'on appelle le waste pickers ou chiffonnier. C'est des gens très 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 pauvres, qui se baladent dans les rues avec des espèces de caddies de fortune, et qui, dès qu'ils voient une bouteille qui traîne, une canette par-ci par-là, un peu de carton, etc., le ramassent, et puis poussent leur petit caddie jusqu'au junk shop le plus proche. Il y en a des centaines ou des dizaines des junk shops dans Manille, par exemple. Et là, ils vont vendre pour quelques centimes la matière qu'ils ont ramassée. Et donc, ça, c'est comment ça se passe. Et quand même, sur le point social, moi, il y a un truc que je voudrais dire, parce que je le dis souvent quand je suis interviewé dans différents événements,
c'est qu'il y a une réalité sociale qui est de ce qu'on appelle le marché informel. Donc là, ce que j'ai nommé, c'est le marché informel. C'est pas un marché formel, c'est pas structuré par des entreprises structurées, c'est des petits chiffonniers, des garbage collectors qui troquent dans des petits junk shops. C'est ça qu'on appelle le marché informel. La réalité sociale du marché informel, elle est atroce. Les gens vont vendre le kilo de bouteille, par exemple une bouteille d'eau, vous voyez, une bouteille d'eau, une bouteille de soda, pour pas les nommer. Et vous en prenez 1 kilo, eux, ils vont vendre ça 10 centimes d'euros, à peu près. Pour faire 1 kilo, il faut quand même déjà quelques bouteilles. Hein. Donc, en gros, c'est des gens qui vivent avec $1 par jour, $2 par jour maximum. Et nous, en fait, à travers notre réseau de collecte, on ubérise un peu en fait ce système. On met en place ubérise, c'est un grand mot, mais on essaie de le disrupter pour utiliser encore des mots assez à la mode. Et donc en fait, on met en place un système où chacun est rémunéré correctement à chaque bout de la chaîne. Et on évite 40 000 intermédiaires, mais on fait en sorte que chacun soit payé correctement. Et faire les choses correctement, c'est-à-dire rémunérer correctement les gens qui collectent les déchets, qui les trient dans notre centre de tri, payer nos taxes, faire les choses comme il faut, ça nous coûte 4 fois plus cher que la valeur de la matière première en bout de chaîne, si on se contentait de la revendre. Donc, voilà, faire les choses correctement, nous, on en a fait l'expérience, on est les premiers à le faire, en tout cas aux Philippines. En Asie du Sud-Est, on a assez pionné là-dessus aussi. Ça coûte 4 fois plus cher que laisser agir la mafia et faire que des gens vivent indignement. Donc après, il faut trouver un business model qui soit capable d'absorber ce surcoût. Ouais, c'est ça, totalement. parce que sinon, on laisse les choses telles qu'elles sont. On va revenir juste sur le business model juste après. J'avais juste une petite question qui est liée à ça. Du coup, tout est basé logiquement sur la collecte des déchets au début du coup de la chaîne. Ce qu'on comprend de ce que tu nous partageais avant, c'est que les différents déchets plastiques étaient du coup mis dans une seule et même poubelle et ensuite du coup triés par différents secteurs un peu informels. Est-ce que les Philippins font d'eux-mêmes le mouvement d'aller justement mettre leurs déchets plastiques dans ces différentes ce que tu leur proposes de réseau de points de collecte pour ensuite toi de ton côté que la chaîne puisse commencer en fait? Oui. Ça c'est un article que j'ai écrit dans Socialter qui parle de ça et qui est très important. Il y a un paradoxe en fait philippin, asiatique, sud-asiatique, qui est qu'en fait il y a une grande, c'est là où il y a la plus grosse pollution, c'est les plastiques. Mais il y a une énorme culpabilité. On dit les gens manquent d'éducation, ils sont pas au courant, ils font n'importe quoi, ils sont pauvres, il faut les éduquer, etc. Il y a beaucoup de gens qui ont ce discours d'ailleurs très néocolonialiste pour dire que s'il y a de la pollution, c'est parce que les gens sont cons. Eh ben non, les gens ne le sont pas cons. Les gens n'ont juste pas le choix. Et donc ça, c'est très important. Ils sont extrêmement honteux de la situation. Ils en ont parfaitement conscience. Dans les plus petites classes de la plus petite école du fin fond de la brousse des Philippines, on est éduqué à la pollution plastique. Bien sûr, il y a du travail à faire, mais je veux dire, les gens sont au courant de l'impact. En plus, c'est des marins, ils vivent à côté de la mer. La mer, c'est leur racine. Enfin, si vous voulez. Et donc, la voir se polluer comme ça, et eux en être responsables, ça leur crève le cœur. Ils en pleurent. Mais par contre, comment peuvent-ils changer la situation? Déjà, il faudrait 2 choses. Il faudrait qu'ils aient un système de gestion des déchets qui soit plus structuré. C'est ça que nous, on essaye d'apporter. Et ensuite, il faudrait qu'ils aient des alternatives de consommation. Est-ce que c'est bien joli, quand vous êtes au fin fond d'un bidonville, de vous parler du zéro waste, c'est-à-dire du zéro déchet, de vous dire, écoute, arrête de consommer des trucs avec des emballages plastiques, mon vieux. Voilà. Mais si tu n'as rien d'autre à bouffer que des chips dans du plastique, parce que tu n'as pas d'autre magasin que le magasin qui vaut des chips dans du plastique, qu'est-ce que tu fais? Tu achètes les chips emballés dans du plastique. Et si ton shampoing il est emballé dans du plastique et que tu n'as pas accès à un autre endroit, tu n'as pas le choix, tu consommes la grande marque connue. Donc, il faut des alternatives de consommation, il faut de l'éducation, mais il faut surtout des alternatives de consommation et un waste management un système de gestion des déchets plus approprié. Pour répondre à ta question très directement, les gens donc sont extrêmement enthousiastes quand on leur donne une opportunité d'agir de manière citoyenne sur la réduction de la pollution chimique plastique. Ils y font à fond. Et en plus, les Philippins sont hyper enthousiastes de nature. C'est-à-dire que c'est un pays... c'est ça qui est formidable. Ils sont pleins de joie. Tu leur donnes une opportunité de s'engager.
ils sont au taquet, ils vont en faire un jeu, etc. Enfin, nous, on est fascinés de l'enthousiasme qu'on génère. C'est pas du tout comme en Europe, hein. Enfin, mais par contre, faut bien que des gens leur proposent ces options-là. Et c'est pour ça qu'on existe. D'où vient le plastique qu'on retrouve dans l'océan et pourquoi il y en a autant en Asie du Sud-Est? Déjà, le plastique qu'on retrouve dans l'océan, il vient de la Terre. Ça, c'est un premier point important. 80% en fait du plastique qui se retrouve dans l'océan vient de la Terre. Il y a 20% qui sont issus des filets de pêche ou des activités maritimes, mais 80% provient bien de la Terre. Donc, si on veut en fait lutter contre la pollution océanique plastique, la première chose à comprendre, c'est qu'il faut éviter que le plastique n'aille dans l'océan plutôt que d'aller le chercher dans l'océan, parce qu'en plus après il se dégrade, c'est compliqué de le recycler, etc. Donc, il vaut mieux essayer de mettre en place des systèmes de collecte sur Terre, urbaines, pour capter un maximum de plastique avant qu'il n'ait une chance de se retrouver dans la nature. Premier point. Deuxième point, pourquoi est-ce qu'il y a une géographie de l'Asie sur la question de la pollution océanique plastique? En fait, ça s'explique par trois grands concepts. Premier concept, démographie. Ces pays-là, en fait, ont les plus grosses démographies du monde. Plus il y a de monde, plus il y a de déchets. Ça, c'est facile à comprendre. Deuxième principe, économie, croissance économique. Ces pays-là sont en croissance économique extraordinaire. Les Philippines, notamment, ça fait partie des 5 pays du monde, ou en tout cas d'Asie, qui se développent le plus vite, qui ont la plus grosse croissance comme la Chine. Enfin, c'est des pays qui demain auront une capacité de développement très proche de la nôtre, ça se trouve supérieure. Donc, tous ces gens, ça se développe. Toute cette classe très pauvre devient une classe moyenne. Et qu'est-ce que ça fait une classe moyenne avec des millions de personnes qui accèdent à la classe moyenne? Ça consomme. Et on ne peut pas leur en vouloir de consommer. On a fait pareil, nous, dans les années 60. On a continué de faire pareil dans les années 80. On continue de faire pareil aujourd'hui. Enfin, on n'en finit plus de consommer. On commence à se dire qu'on va tenter d'arrêter d'un peu de consommer ou de consommer plus raisonnablement. Mais comment leur faire la leçon à eux qui sont après nous, en fait, dans cette histoire, et les empêcher de consommer? C'est juste impossible. C'est inconcevable, en fait, même pour eux. Et donc, ils consomment, ces gens-là. Et s'ils consomment, ils produisent des déchets. C'est la deuxième raison. Et la troisième raison, c'est la géographie. Tous ces pays-là ont une proximité côtière, en fait, une proximité avec la mer très forte. Donc, c'est normal, en fait, que si les déchets sont consommés, sont produits par plein de monde près de la mer, ils finissent dans l'océan. Les Philippines, c'est 7000 îles. L'Indonésie, je ne sais plus combien, mais c'est des milliers d'îles aussi. La Chine a une très grande côte. Voilà pourquoi, en fait, tous ces pays qui sont à la fois côtiers, en boom démographique et en boom économique, produisent énormément de déchets, et pourquoi c'est là qu'on trouve les déchets dans l'océan. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que l'épisode vous a plu. Et si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et à laisser un avis 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. C'est ce qui me permet d'être visible et de convaincre les futurs invités. À très vite.